Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, on va regarder un petit peu Dragonbane. J'ai déjà fait une sorte de vidéo de présentation de Dragonbane il y a un certain moment, où je pense que j'expliquais les mécaniques de base, etc. Donc le but de la vidéo, en fait, c'est pas tant d'expliquer tout le jeu. Le jeu, il sort bientôt en français, et il est sorti en anglais depuis un moment maintenant. Donc, je sais pas si c'est très intéressant de présenter le jeu encore une fois, je l'ai déjà fait. J'ai fait une autre vidéo récemment où je parlais de pourquoi j'avais envie de m'y réintéresser un peu. En fait, ce que je vous propose de faire, c'est de faire une sorte de passe sur le livre, de relire des trucs, etc. Chose que j'ai déjà faite quelques fois parce qu'en ce moment, je relis le livre. Donc, de faire une sorte de relecture du livre. Donc, je vais pas m'arrêter sur tout. Si vous connaissez pas le jeu du tout, à mon avis, vous n'aurez pas toutes les explications nécessaires. Mais si c'est un jeu qui vous intéresse, on va se poser quelques questions. Donc déjà, je vais pas vous présenter l'univers de Dragonbane parce que Dragonbane n'a pas à proprement parler de setting. Ces settings, ils sont développés un peu dans les aventures qui sont proposées, mais c'est plutôt un setting implicite, un peu comme on a dans certains jeux OSR où on n'a pas forcément une carte du monde qui nous est présentée avec les civilisations, etc., etc. Donc il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est qu'il y a cette sorte d'affrontement entre les démons et les dragons, quoi. On n'a pas encore d'encyclopédie réellement ou d'almanach ou que sais-je sur l'univers, ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que de toute façon, le monde implicite qui est proposé, je le trouve cool, et avec Dragonbane, j'aimerais pouvoir faire jouer dans le cendre monde. Un délire un peu perso. Et à travers les règles, etc., on va quand même pouvoir voir un petit peu le ton qui cherche à être donné, etc. Donc c'est pas non plus un jeu à la vanille, vous voyez. Donc je me suis un peu amusé à recréer des persos et tout. Un truc que je trouve pas mal déjà, c'est que créer un perso, en réalité, ça va quand même très vite. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un générateur de personnages sur internet, si on tape Dragonbane Character Generator, il y a quelque chose. Mais sinon, ouais, créer un personnage, ça va assez vite. Et en fait, en créant un personnage et en re-regardant le truc, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais pas bien comprises la première fois que je l'ai lu. Parce qu'en fait, j'avais jamais fait de création de personnage à proprement parler, puisque j'avais fait jouer un one-shot avec des pré-tirés. Donc la première étape d'une création de perso, c'est de choisir un peuple. Donc il y en a plusieurs, il y en a d'autres avec le bestiaire et tout, mais les principaux sont là. Et en fait, un peuple, le seul truc que ça va nous donner, c'est une capacité spéciale. Alors pour moi, je pense que ces capacités spéciales, elles ont de la saveur, mais elles sont pas forcément très bien équilibrées. Par exemple, je trouve que ici, on peut voir que le nain, il a Unforgiving, donc ça veut dire qu'il pardonne pas à ceux qui lui ont fait du mal, qui fait que en gros, il peut activer sa capacité raciale pour augmenter ses chances de toucher quelqu'un qui l'a déjà blessé par le passé, qui lui a infligé au moins un point de dégâts, quoi. Donc c'est sympa parce qu'en termes de saveur, il y a vraiment un truc, le fait de tenir un peu un carnet, un journal de qui a blessé le nain pour ensuite se retrouver et se venger, entre guillemets. C'est plutôt cool, mais c'est tout simplement moins fort, par exemple, que la capacité du Wolfkin, donc cette sorte d'homme-loup. Parce que lui, en gros, il peut utiliser sa capacité de hunting instinct, donc instinct du chasseur, pour désigner quelqu'un. Déjà, ça va l'aider à pister cette personne. Et en plus, derrière, augmenter de la même façon que le nain, pour un moindre coup, j'ai l'impression, alors peut-être que je le lis mal, mais pour un moindre coup, il peut lui aussi obtenir un avantage pour attaquer cette cible qu'il a désignée comme proie. Alors le nain, on pourrait se dire, a priori, l'avantage, c'est que dans son livre de compte de tous les gens qui l'ont déjà tapé, il a déjà plein de gens. Alors que lui, le Wolfkin, à chaque fois, il doit marquer la personne. En fait, il doit la désigner comme sa cible. Et ça lui coûte une action en combat. Ça, c'est vrai que je l'avais pas remarqué. Donc, ok, ça s'équilibre un petit peu de ce point de vue-là. Le truc qui a l'air vraiment très fort, c'est le truc des elfes, puisque ils peuvent méditer pour récupérer en fait davantage de points de vie et de points de pouvoir, enfin de points de volonté, durant les stretch rest, et donc ça semble vraiment très fort en fait, tout simplement. Ça leur donne pas une capacité spéciale supplémentaire dans laquelle ils peuvent justement dépenser ces points de volonté, mais du coup ils vont avoir plus de points de volonté que tous les autres pour utiliser justement d'autres capacités, et en plus c'est aussi les soins qui sont augmentés, donc ça je trouve que c'est très fort, et en plus ils peuvent récupérer d'une condition supplémentaire. C'est que sur les stretch rest. Pour rappel, en gros, le jeu il se décompose en différents temps, il se découpe en rounds de 10 secondes qu'on regarde en combat, en stretch qui dure 15 minutes, donc un peu les tours d'exploration old school, et en shift de 6 heures. Et en fait, à chaque shift de 6 heures, vous pouvez faire un stretch rest. C'est-à-dire que 4 fois par jour, potentiellement, l'elfe, il va regagner plus de points de vie et plus de points de volonté que les autres, donc ça a l'air
Ah, ça a l'air beaucoup plus fort. Après, encore une fois, on joue pas forcément les personnages pour leur puissance. Je pense pas que ce soit de toute façon, hein, même si on peut toujours optimiser dans n'importe quel jeu de rôle des trucs, je pense pas que ce soit un jeu qui pousse trop à ça. En tout cas, dans le choix de l'espèce, quoi, j'ai l'impression que c'est le truc le plus fort. D'ailleurs, ça c'est un truc en relisant le jeu que j'avais un peu sous-estimé. J'ai l'impression que dans le jeu, on perd quand même très très vite des points de vie. Donc ça me plaît parce que ça veut dire que les combats vont être assez rapides. Mais par contre, on se soigne assez facilement du coup, parce que toutes les 6 heures, je vais pouvoir me soigner sans dépenser nécessairement de ressources, etc. Alors forcément, le temps passé à attendre pendant 6 heures, enfin si à chaque fois, je me dis vas-y, on se repose pendant 6 heures entre chaque truc, il peut y avoir des rencontres aléatoires. Si on n'est pas en ville, quoi, c'est pas forcément optimal de juste prendre des temps de repos tout le temps parce que peut-être qu'on a une mission urgente à accomplir et tout simplement, il peut y avoir des ennemis qui reviennent. Mais tout de même, en fait, voilà, ça me fait me dire que le jeu, il a ce côté... En fait, j'ai l'impression qu'il joue fort sur son intensité, c'est-à-dire c'est pas un jeu d'attrition lente, c'est un jeu où dans un combat, on peut perdre très très vite des points de vie, j'ai l'impression, et on se retrouve dans des situations très très tendues, mais derrière, on peut récupérer assez vite et continuer. Donc il y a ce feeling dans le délire Sword and Sorcery où on n'est pas des super-héros, les combats, ils sont dangereux, mais une fois qu'on a remporté le combat, on peut continuer l'aventure, on n'est pas obligé tout de suite d'aller se reposer, etc. C'est pas réaliste, simulationniste de ce point de vue-là. Ensuite, un truc que j'avais pas bien capté, c'est que quand on crée un perso, en fait, on a donc des compétences dans lesquelles on va être entraîné et d'autres non. Et donc, les compétences dans lesquelles on va être entraîné, elles vont commencer plus haut compétences qu'on a. Mais en fait, à partir de ce moment-là, le mot trained, enfin, ce truc compétence entraînée, là, par la suite, dans le jeu, ça ne veut plus rien dire. C'est-à-dire que moi, je m'étais planté, en fait, quand j'ai créé mon personnage, je me suis rendu compte, je cochais les cases des compétences dans lesquelles j'étais entraîné en mode, c'est une information que je vais devoir garder. En me disant, peut-être, plus tard, je vais pouvoir m'entraîner à d'autres compétences. Mais non, en fait, la progression ensuite ne se fait vraiment que, on va dire, à la Skyrim, là. C'est-à-dire que cette différenciation entre compétences entraînées et non entraînées n'a d'intérêt que à la création de personnages. Ça, je trouve que c'est assez intéressant. Ça fait qu'il y a moins de vocabulaire à gérer par la suite. Ensuite, on cherche juste à augmenter nos compétences en dépensant de l'XP dedans, quoi. Et du coup, les petites coches ne servent pas à noter quelles compétences sont entraînées ou non. Alors ça peut servir à la création de personnages, mais ensuite il faut tout effacer. Ça sert juste à noter les compétences sur lesquelles on a fait un critique, que ce soit un échec critique ou une réussite critique, puisque à la fin de la session, toutes les compétences, j'ai fait un jet critique, je vais pouvoir tenter de les augmenter. Mais ensuite, ouais, je trouve que la création de personnage est plutôt rapide. À la limite, le truc le plus long, c'est peut-être encore de noter son équipement, quoi. Un autre truc que j'ai remarqué et que j'avais pas fait gaffe auparavant, c'est qu'il y a 2 caractéristiques, donc la constitution et la willpower, donc la volonté, donc juste will, pas willpower, qui ne se retrouvent dans aucune compétence. Donc en gros, dans le jeu, quand vous créez votre perso, vous tirez vos caracs, admettons j'ai 12, 15, 9, 8, 13, et en fait, à partir de ces caracs, je vais avoir une chance de base dans chaque compétence. Donc typiquement, si j'ai 12 dans une caractéristique, ici la force, toutes mes compétences de force vont commencer à 5. Donc par exemple, toutes les armes de corps à corps, là, elles vont commencer à 5. Si je suis entraîné, je double ma compétence de base. Donc par exemple, je suis entraîné en H, je passe de 5 à 10. Donc de ce point de vue-là, les compétences sont importantes pour avoir des bonnes chances de réussite. Enfin, avoir une caractéristique forte va vraiment renforcer toutes mes compétences. Et donc par exemple, la force, c'est pas une stat qui sert à rien, clairement. Elle augmente plein de compétences différentes, et en plus elle me donne mon bonus de dégâts en force. Et en fait la constitution donc et la volonté, elles n'impactent aucune des compétences listées ici. Alors ça veut pas dire que, parce qu'on peut inventer de nouvelles compétences, et s'il y a des règles avancées qui sortent, peut-être que ça servira dans les compétences, mais en soi ces 2 caracs ne servent dans aucune compétence, et donc je me dis que ça crée vraiment une sorte de décalage étrange. Elles restent hyper importantes, ces 2 caracs. Enfin, ces 2 attributs, dans le jeu on dit des attributs, parce que la constitution, ça va me donner mes points de vie. Donc si j'ai 12 de constitution, j'ai 12 points de vie, tout simplement. Donc direct, c'est très très bien. Et si j'ai 8 de volonté, je n'ai que 8 willpower points. Donc elles sont très très importantes, juste elles vont pas avoir beaucoup d'impact sur mes chances de réussir des jets de dés, en fait. C'est aussi simple que ça. Constitution et volonté ne vont pas tellement impacter mes jets de dés, ça va surtout impacter mes ressources. Tandis que agilité, force et intelligence vont beaucoup impacter mes compétences. En l'occurrence, les compétences qui ont à voir avec le combat, puisque strength, ça va être toutes les armes de corps à corps quasiment.
Agilité, ça va être quasiment toutes les armes de tir et l'esquive. L'intelligence, si je fais de la magie. Et en fait, le charisme, finalement, c'est peut-être l'attribut qui, sur le papier, a l'air le moins intéressant dans le jeu. Alors évidemment, on est dans un jeu de rôle, donc tout est à mettre dans son contexte. C'est-à-dire que le charisme, il peut me servir à ne pas faire de combat en mentant, en persuadant des gens, etc. Mais disons qu'il y a beaucoup moins de valeurs dérivées qui vont être impactées par une grosse valeur de charisme, et moins de ressources aussi, j'ai l'impression. Et aussi, le truc que j'avais un peu, que j'avais sous-estimé, c'est que, en fait, il n'y a pas dans le jeu de moyen d'augmenter ses attributs, j'ai l'impression. Et donc, en fait, une fois la création de personnage passée, ces trucs ne vont plus bouger. Et en fait, il y a quasiment plus, et ça, c'est pas pour me déplaire, il y a quasiment plus de management d'évolution de personnage où on doit retourner dans le bouquin, presque. Les seuls moments où on retourne dans le bouquin, c'est quand on va avoir une nouvelle capacité héroïque ou apprendre un nouveau sort, ce qui sont des choses qui se passent principalement dans le monde du jeu, parce que les capacités héroïques, pour en gagner juste en se battant et tout, c'est quand même assez rare, parce qu'il faut atteindre 18 dans une compétence. Les compétences augmentent juste quand on les utilise, en fait, à la fin de la session. Elles peuvent augmenter. Mais ouais, je pense que c'est, a priori, j'ai du mal à voir dans une campagne un perso avoir beaucoup de compétences qui arrivent à 18 et gagner des capacités héroïques comme ça, quoi. Et donc, en fait, on va assez peu retourner dans le livre une fois qu'on aura commencé à jouer, parce que la plupart des capacités héroïques, on va les apprendre avec des mentors. Et les sorts, c'est pareil, quoi. On va trouver des grimoires, des machins. Je trouve ça pas mal. Ça veut dire que, passer la création de perso, il y a moins une notion de build, quoi. Notre personnage, il va s'améliorer en faisant des trucs ou en trouvant des mentors et des trésors et tout. Donc ça, j'aime bien l'idée. Mais par contre, ça veut aussi dire, du coup, que comme nos attributs, ils vont pas bouger une fois la partie démarrée. Avoir une mauvaise constitution ou une mauvaise volonté, c'est très très pénalisant. Hein. Parce que ça veut dire qu'on va rester... on peut gagner plein de nouvelles capacités héroïques et tutti quanti. On va quand même rester avec des valeurs pourries de points de vie et de points de volonté. Alors on peut les améliorer hein, en prenant justement la capacité héroïque robuste et la capacité héroïque focus. Mais voilà, on augmente de 2, quoi. Je gagne 2 points de vie si je prends robuste. Donc ça veut dire que à un moment donné de la partie, sur un milestone ou je sais pas, à un moment, admettons le MJ dit ok, tu peux prendre une nouvelle capacité héroïque. Je peux aller chercher 2 points de vie ou 2 points de volonté, mais le mec qui a déjà beaucoup de points de vie et beaucoup de points de volonté au début, lui il peut aller direct chercher des nouvelles capacités spéciales qui peuvent être vraiment des gros game changers, genre des trucs qu'on peut jouer plusieurs fois par tour et tout. Tandis que moi, admettons, j'ai peu de points de volonté et je prends des capacités héroïques qui augmentent mes points de volonté, ça me sert pas à grand chose parce que au final j'ai moins de capacité à activer que les autres vu que j'ai fait le choix d'augmenter mes points de volonté à la place d'apprendre des nouvelles capacités qui coûtent des points de volonté. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même un délire où il faut bien mettre des trucs dans la constitution et la volonté au début. Parce que techniquement, force, agilité, etc., ça va surtout améliorer mes compétences, mais mes compétences, elles, je peux les améliorer tout le temps pendant la partie, quoi. Commencer avec une compétence basse, c'est pas trop grave. Alors ça, forcément, si mes compétences sont très basses, j'ai plus de chances de mourir avant même d'avoir pu gagner de l'XP parce que je vais juste rater tous mes jets de dés et me faire déchiqueter. mais mes compétences, d'une certaine façon, ne sont pas verrouillées. Elles peuvent tout le temps augmenter. Donc si elles commencent bas, c'est pas trop grave. Là où mes attributs sont verrouillés, et donc avoir une mauvaise volonté ou une mauvaise constitution, ça semble quand même très très pénalisant à court terme comme à long terme en fait. Là où les autres attributs qui soient pas très élevés, ça semble surtout pénalisant à court terme. À ceci près que l'agilité impacte le mouvement et les dégâts d'armes d'agilité. Donc ça bougera pas non plus une fois passé la création de personnage. Et la force, ça augmente ce que je peux transporter. Donc c'est quand même intéressant aussi. Et ça impacte mes dégâts au corps à corps. Donc en fait, au final, c'est vraiment le charisme qui est, j'ai l'impression, le moins intéressant. Un truc aussi par rapport à ces skills. Alors, honnêtement, mathématiquement, je pense que ça reste très très rare d'atteindre 18 dans une compétence. Mais il y a toujours ce truc qui me gêne un petit peu. C'est que ici, donc on est sur un jeu en roll under, donc on jette un D20, on doit faire moins que notre compétence, enfin on doit obtenir un résultat égal ou inférieur à notre valeur de compétence. Donc si par exemple là j'ai attaqué avec ma hache, j'ai 10 en hache, pour toucher avec ma hache, il faut que je jette un D20 et que je fasse moins de 10. Là j'ai fait 13, je rate mon coup. Donc en fait, ma capacité à toucher mon adversaire dépend principalement de mes compétences et très peu de la situation. Donc après il y a la règle des boons and banes qui sont des sortes d'avantages, désavantages. Je jette 2 dés, je garde le pire résultat. Et je pense que quand on arrive à 17, 18 et tout,
dans une compétence, en fait, on rate presque plus jamais, en fait. Et il n'y a pas d'impact de la situation plus que ça, quoi. Donc après, je pense que ça reste très rare, mais je sais pas, ça me titille toujours un peu, parce que même dans des jeux à descent qui sont aussi en roll under, où on doit faire en dessous de notre compétence, il y a toujours ce truc du MJ qui peut me mettre un bonus, un malus. Là, c'est pas vraiment dans la philosophie de jeu, alors ça empêche pas de le faire, de mettre un petit -2 par-ci, un petit +2 par-là. Mais ouais. J'avais pensé à un truc, c'est genre de faire... pour éviter de rajouter des maths, en fait, je trouve ça un peu dommage de commencer à mettre des bonus et des malus alors que le jeu nous permet de nous passer des maths et juste de jeter un D20 et de le comparer à notre compétence. C'est plus fluide. Je m'étais dit, il pourrait y avoir un système un peu d'action légendaire, quoi. Et en fait, une action légendaire, parce qu'on essaie de faire vraiment un truc hyper difficile, mais on se dit, il y a une chance infime que ça se passe, quoi. C'est pas du domaine de l'impossible, mais c'est vraiment le truc héroïque dans le sens héros mythique presque. On pourrait dire que, par exemple, il faut faire 10 ou plus pour réussir à faire cette action héroïque, mais sans dépasser sa compétence. Par exemple, je veux sauter d'un building à un autre, je dis n'importe quoi, ou je veux pousser un rocher, genre un menhir, un truc de ouf, ou je veux bloquer les portes, une grande porte en bois, là, en mettant dos à la porte pour bloquer toute la horde d'ennemis qui nous arrive dessus pendant que mes alliés fuient. Ça semble physiquement très difficile, je pourrais devoir faire l'action légendaire. Et donc, admettons, je veux bloquer cette porte. J'ai, je sais pas moi, on va dire 16 de force. En fait, je dois faire 10 ou plus, mais sans dépasser 16. Donc, en fait, j'ai 35% de chance de réussite, puisqu'il y a 7 résultats sur le D20 qui peuvent me faire réussir. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et du coup, ça fait que ces actions un peu légendaires seraient impossibles, complètement impossibles pour quelqu'un qui a 9 ou moins dans une compétence. Et même pour un mec qui a 18, donc qui est le hyper balèze, il aurait que 45% de chance de réussir cette action héroïque de fou furieux. Je pense que ça peut être une petite règle. Enfin, c'est simple de dire tu vas me faire un jet héroïque plutôt que de me dire tu vas faire un jet à -5, etc. Si cette règle est établie. Mais honnêtement, je sais pas si c'est utile. Je pense que ça, c'est un peu un délire que je me fais dans ma tête, quoi. Qu'est-ce que je m'étais dit d'autre que je trouvais sympa? Ouais, un truc aussi que je trouvais sympa pour relativiser un peu le fait que comme ça, d'une certaine façon, à un moment, on peut devenir hyper fort, quoi. J'ai l'impression qu'on commence à avoir 15-16 dans toutes les dans beaucoup de caracs, ce qui encore une fois demande un certain grind. Il faut avoir joué pas mal. Il y a quand même pas mal de trucs qui nous font plus trop peur, je pense. J'ai l'impression que le combat, lui, il reste toujours tendax. Alors bon, je connais pas par cœur toutes les capacités héroïques, j'ai pas du tout d'expérience sur ce jeu suffisante pour en témoigner, mais j'ai l'impression qu'en combat, même si je deviens très très fort, admettons j'ai 18 en épée, qu'en fait je vais quasiment plus jamais rater un coup d'épée, le fait que l'économie d'action soit qu'on ait une seule action par tour, fait que si je frappe, je pourrais pas forcément parer ou esquiver derrière, sauf si j'ai une capacité héroïque spéciale. Mais l'action, en fait, l'économie d'action est très resserrée, comme on n'a pas beaucoup d'actions bonus, de machin, de trucs. Être agressif et défensif dans le même tour, etc., ça va demander d'avoir quand même bien progressé. Donc de là à avoir 18 dans ma compétence, plus toutes les heroic abilities pour être super fort et tout, je pense qu'on aura tellement joué finalement que c'est normal qu'on soit hyper balèze lorsqu'on a, entre guillemets, maxé, monté à 15+, vraiment nos compétences phares, et qu'on a toutes les heroic abilities, etc., bon, bah, on fait peut-être partie des gens les plus forts de ce monde. Je pense que ça a du sens, en fait. Y a pas... J'ai pas le sentiment que c'est un jeu qui peut, entre guillemets, scaler à l'infini, quoi. Il n'y a pas de classe d'armure. Il n'y a pas de... À part les points de vie qui pourraient augmenter, mais du coup, on commence à être dans une sorte d'inflation des points de vie, et c'est peut-être même plus intéressant à jouer. Au bout d'un moment, en gros, on peut, entre guillemets, arriver au cap maximal du potentiel de notre personnage dans ce jeu. Et ça, c'est un peu particulier, parce que dans un jeu où on met plus de facteurs en compte dans la situation, on se dit qu'en fait, on pourrait jouer à l'infini au jeu, et toujours trouver plus fort que soi, etc. Là, au bout d'un moment, c'est plus le cas, quoi. Et en même temps, c'est un truc que j'aime bien, le fait que maximum, on est 18 dans une compétence, que nos points de vie, ils augmentent pas beaucoup, que ouais, la courbe de progression soit un peu moins exponentielle que dans d'autres jeux, ça me fait me dire que c'est pas trop compliqué de se dire un mec qui a joué 10 sessions, il peut avoir dans son groupe un autre joueur qui a joué une session et le groupe fonctionne. Alors je cherche pas particulièrement à jouer en table ouverte et à faire voilà, qu'il y ait plein de personnages de groupe et de niveaux, entre gros guillemets, parce qu'il n'y a pas de niveau dans le jeu, différents qui se rencontrent, mais je me dis que
Si en gros il y a un mec, son perso il meurt, et qu'il en recrée un, et qu'on se dit pas vas-y on va buffer ton perso pour que tu sois au même niveau que les autres et tout, c'est pas grave en fait. Clairement un perso qui a survécu à 20 sessions et qui s'est pas mal entraîné va être plus fort, mais l'autre il ne va pas pouvoir rien faire en fait. Un perso niveau 1 avec 7 en épée, bah il a quand même 35% de chance de toucher le gros dragon que ses potes qui ont 75% de chance de toucher parce qu'ils ont 15 en épée. Lui il a quand même 35%, ça se défend quoi. Donc je trouve que ça c'est sympa. Ça donne un côté un petit peu plus terre à terre, en fait, au monde, moins escalade de la puissance, quoi. Alors, un autre truc qui m'a étonné aussi, et j'ai pas rechecké sur tous les sorts, c'est un peu du coq à l'âne, mais dans la magie, j'ai hâte de voir quand même le bouquin sur la magie qui se prépare avec plus de sorts et d'écoles de magie différentes. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va être pareil et tout? Mais par exemple, là, il y a littéralement, en fait, des sorts, c'est juste des versions plus fortes d'autres sorts. Par exemple, Lightning Flash, c'est juste une version moins forte de Lightning Bolt, j'ai l'impression, qui est lui-même une version moins forte, Thunderbolt. Ça m'a étonné aussi, parce que ça m'a un peu déçu. En soi, je pense que c'est pas très important qu'il y ait 1 milliard de sorts différents les uns des autres et tout, mais du coup, on se rend compte un peu qu'il y a beaucoup moins de sorts dans le jeu en fait que ce qu'on pourrait croire. Enfin, c'est un peu artificiel, quoi. Il n'y a pas tant de sorts d'animisme que ça, par exemple. Parce que du coup, je me suis créé un magicien. Et en fait, à la création de personnage, on s'en rend pas compte parce que la création de personnage, on a le choix que dans des sorts de rang 1. Et littéralement, Thunderbolt, c'est la version rang 3 de Lightning Flash, quoi. Ça fait juste plus de dégâts, ça peut rebondir sur plus de cibles, donc c'est une sorte d'éclair en chaîne de chaman, quoi. C'est juste la version plus forte. Alors, après, je trouve que c'est pas trop grave. Ça permet de sortir... Enfin, on a moins le trope, j'ai l'impression, du magicien qui est littéralement une boîte à outils à faire plein de trucs, qui a 15 000 sorts pour toutes les situations. C'est un peu plus thématique, quoi. Mais du coup, c'est aussi un peu plus limité. J'ai pas regardé, par exemple, du côté de l'élémentaliste. Si on prend, par exemple, Fireball, World Gesture, 20 mètres. Ouais, voilà, c'est pareil. Firebird, c'est juste une version plus forte de Fire Blast, qui est une version plus forte que Fireball. Donc, en fait, il n'y a pas 15 000 sorts, quoi. Il n'y a pas 15 000 sorts. Je suis pas sûr que ce soit un vrai problème, juste ça m'a surpris, quoi. Là où, du coup, j'ai l'impression que mentalisme, c'est un peu plus varié, quoi. Les autres, il y a plus une escalade de la puissance brute. Un petit truc qui me gêne un peu dans le jeu, a priori, encore une fois, je l'ai pas expérimenté, mais c'est que je pense que c'est un jeu où il faut réutiliser une grille, quoi, de mouvement. Mais ouais, je relis tout ça, ça me donne quand même pas mal envie de jouer. L'autre truc que j'ai relu, enfin que j'ai lu pour le coup, parce que je ne l'avais pas lu avant, ce sont les aventures. Alors j'ai pas fini de tout lire, les aventures du livre de base. Et en fait, un truc qui m'a agréablement surpris, que je savais pas parce que je l'avais pas encore lu, c'est que toutes les petites aventures qu'il y a dans le livre de base peuvent être liées par une trame un peu, mais en soi, elles sont présentées comme des aventures indépendantes. En fait, on peut mettre une sorte de MacGuffin, c'est-à-dire de retrouver différents artefacts dans les différents machins pour repousser un grand méchant après avoir rassemblé toutes les pièces de l'artefact, machin. Ce qui est ok, quoi. Enfin, genre, je veux dire, on est dans un jeu d'aventure, on est dans un délire cliché de fantasy, et donc c'est suffisant. Mais en fait, voilà, ils sont aussi présentés un peu alternativement comme des endroits qui peuvent être joués séparément, et on nous propose, même si ça tient sur 2 lignes, de les twister légèrement au cas où on les joue pas dans le sein d'une campagne, en fait. Enfin, de la campagne de l'empereur, ou je sais pas quoi, je sais plus le nom de la campagne. Et ça c'est cool parce qu'en fait comme je l'avais pas lu, moi je m'attendais à ce que chaque PNJ qu'on voit etc soit relié directement à une faction, qu'on puisse le retrouver dans plusieurs des donjons, tout ça, et que du coup entre guillemets il y a un peu plus de travail de désadaptation du donjon ou du lieu d'aventure si on veut l'utiliser autrement que dans la campagne. En fait, non, finalement, c'est 15 one-shot à peu près. Bon, peut-être à part les trucs... Il y en a que j'ai pas encore lu. Je pense peut-être le truc final, l'île de la brume, sera peut-être un peu plus lié à l'intrigue. Et ce qui est sympa, en fait, dans ces aventures, c'est que clairement, du coup, on n'est pas dans le même design qu'un jeu, je trouve, OSR, justement, avec une longue attrition et tout. Ils sont plus compacts, les donjons. J'ai le sentiment, encore une fois, c'est à voir, que ce côté compact et tout fait que... Rien que par exemple, si on regarde ici, en fait, on a quasiment une chance sur 2 de faire des rencontres aléatoires. Là où dans un dungeon crawler un peu OSR, etc., en général, c'est une chance sur 6 de faire une rencontre aléatoire. Donc le donjon est plus grand. Donc le donjon est aussi un petit peu plus vide, parce qu'en fait, on va plus le parcourir. Donc faire plus de jets de rencontres aléatoires. C'est pas vraiment le même rythme, le même pacing, en fait. Là, j'ai l'impression qu'une fois qu'on est dans le donjon,
les choses peuvent s'enchaîner très très vite. Dès qu'on se repose, on a quand même beaucoup de chances de faire une rencontre aléatoire, alors qu'il n'y a pas forcément un ennemi qui va nous sauter dessus pour nous égorger, tout ça. Hein. Et du coup, il y a un côté, je vais pas dire plus pulp, mais un peu plus énervé, quoi. Et les donjons, je pense, sont aussi un peu plus courts. On n'est pas dans un délire de méga donjons, parce que chacun de ces trucs, de ces petits donjons, est prévu pour être joué comme un one-shot. Et avec les dégâts qui vont fort, mais le fait qu'on soigne aussi assez vite, alors on soigne pas complètement, mais on a cette sorte de second souffle qui est présent pour tous les personnages. C'est pas juste parce qu'on a un prêtre qui peut soigner qu'on a ce second souffle. Tous les personnages peuvent avoir cette sorte de second souffle. On a un petit côté... on imagine bien le donjon où il y a, 2 combats, et potentiellement les combats qui s'entremêlent un petit peu, parce que géographiquement parlant, le donjon est pas gigantesque. Donc ouais, on sent que c'est une idée un peu différente. J'ai pas regardé, j'ai le PDF, j'ai pas encore regardé Path of Glory. Sans m'avancer, je pense que ça doit être un peu le même design. Est-ce qu'il y a un méga donjon dans Path of Glory? Pas l'impression. Ouais, voilà. Ah là, quand même, on a 16 salles, c'est le plus gros que j'ai vu. Ça a quand même de la gueule, hein, tout ce truc. Au passage. Ici, 17 salles. 17 salles. Ok, donc il y a quand même des donjons qui peuvent devenir un peu plus grands. 54, 55, 56. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On est où, là? En fait, si, ça, c'est un méga donjon. The Dwarven Realm. Ça, c'est un méga donjon. Ok, on a une méga cité naine souterraine. Bref. Ok. Ça, c'est cool. En vrai... un peu envie de jouer les campagnes. Un peu envie de jouer les campagnes pour se faire un peu une idée de comment ça marche, quoi. Est-ce que je jouerais une campagne de Dragonbane? Parce que là, je suis en mode, je dois finir la première partie de Warhammer. Je suis en mode, j'en ai marre d'être dans la campagne, quoi. Et Warhammer, c'est pas pareil parce que c'est une campagne du commerce, c'est une campagne à intrigue, à scénario, il faut vraiment suivre le truc. Bon là, j'ai pas encore lu, si ça tombe, c'est pareil, hein, Path of Glory, je sais pas à quel point c'est linéaire, c'est machin et tout. Mais il y a ce côté plus exploration, plus aventure. Je pourrais me laisser tenter, en fait. Est-ce que j'ai encore des choses à vous raconter sur ma lecture? Il y a vraiment pas de thème, hein. Le thème, c'est je scroll dans Shadow Dark. Dans Dragonbane, et je vous dis ce que je pense. Bon, je pense toujours qu'il manque un peu de ressources pour les trésors, etc. Ça va pas changer. Mais ouais. En vrai, ça a l'air pas mal. Moi, j'aimerais bien savoir si vous y jouez. Est-ce que vous avez beaucoup de PJ? Enfin, est-ce que si, par exemple, vous jouez, je sais pas moi, le jeu de la boîte de base, la campagne de la boîte de base que vous enchaînez sur Path of Glory, par exemple, est-ce que vous avez l'impression qu'au bout d'un moment, vos personnages deviennent vraiment trop forts? Et du coup, il faut aller modifier les profils des monstres pour que ça conserve de l'intérêt. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une part d'aléa là-dedans, parce que dans la progression même des personnages, il y a de la chance, en fait, purement. Les compétences, là, en fait, on jette des dés pour voir si on s'améliore. Donc, est-ce que vous avez le sentiment que le jeu est capé ou pas? Ça m'intéresserait. Après, honnêtement, pour moi, si le jeu, il est capé de certaine façon, mais qu'on a joué 50 sessions, c'est pas un problème. Le but, c'est pas d'avoir un jeu où on peut jouer à l'infini. J'aimerais bien avoir votre feeling à ce propos-là. À quel point on peut se projeter dans une campagne long terme? Quel est votre feeling? Est-ce qu'au bout d'un moment, les combats sont plus intéressants? Ou est-ce qu'à un moment donné, crocheter des serrures et des machins, ça marche à tous les coups, donc en fait, on s'en fout. Et du coup, en fait, le problème, je dirais, quand les personnages deviennent vraiment trop forts, c'est pas tellement qu'ils deviennent trop forts, mais c'est que du coup, la mécanique devient de moins en moins intéressante. Enfin, si 90% de mes jets, c'est des réussites, au bout d'un moment, j'ai un peu moins envie de jeter les dés. Et en fait, en jetant moins les dés, j'augmente encore plus... Enfin, je diminue encore plus les chances d'échec. Parce que si, à chaque fois que je jette un dé, je réussis, qu'il n'y a qu'une fois sur 10 que je rate, et que je me dis du coup, ok, on va arrêter de jeter les dés, ça sert à rien, vous réussissez tout le temps. Et qu'à un moment donné, je me dis, là, quand même, il faut qu'on jette le dé. En fait, statistiquement, j'ai encore plus augmenté les chances de réussite. C'est un peu le problème du jeu de rôle, hein. De la plupart des jeux de rôle tradis. C'est que moins on jette les dés, moins statistiquement les mécaniques parlent. Et les statistiques parlent aussi. Donc, à voir. Je sais pas si vous avez un avis là-dessus. Voilà, c'était un petit tour sur Dragonbane. J'en ferai peut-être d'autres, des vidéos comme ça, genre, juste j'ai envie de parler de faire une fausse conversation avec vous, en fait. Parce que vous êtes pas là. Vous pouvez pas me répondre. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur le Bon MJ, notamment pour la fin du premier livre de la campagne de l'ennemi intérieur. Et c'est ciao, bonsoir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, s'il vous plaît.